Bonjour, nous sommes le lundi 19 août 2019 et aujourd'hui ma petite causerie s'intitulera Intelligence artificielle, bénédiction ou malédiction. Parce que je me suis rendu compte que sur je sais pas, les centaines de vidéos que j'ai faites, j'ai jamais parlé de l'intelligence artificielle qui est pourtant un domaine dans lequel j'ai travaillé, c'était il y a longtemps, mais c'était à l'époque pionnière de 87 à 90, mais c'est un domaine qui a continué de m'intéresser. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de politique, je vous parle de Trump, je parle des tas de choses, et je ne vous ai jamais parlé de ça. On demande aux gens, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'intelligence artificielle? Et il y a des gens qui acceptent de répondre à une question posée dans ces termes-là. Comme d'ailleurs, c'est sans doute les mêmes personnes qui acceptent de répondre à une question aussi générale que êtes-vous pour ou contre la technologie, la technique? Et il y a des gens qui sont pour la technologie et il y a des gens qui sont contre, en faisant pas la différence entre un robot tueur que l'armée pourrait utiliser et un robot qui vous répare les yeux quand vous êtes en train de devenir aveugle. Comme si, à mon sens, comme si on pouvait répondre à une question comme ça. Pour moi, c'est un peu comme si on vous demandait aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'après la journée, quand la journée se termine, c'est la nuit après? Et alors, une personne à qui on poserait cette question, elle devrait dire deux choses. La première, c'est qu'est-ce que vous ferez avec ma réponse dans la mesure où c'est comme ça, c'est un donné autour de nous, le fait que la nuit succède à la journée. Et si je devais vraiment vous répondre si je suis pour ou contre, j'aurais des tas de choses à vous dire en faveur de la nuit et d'autres des inconvénients qui y sont liés. Et les gens font la même chose pour l'intelligence artificielle. Alors qu'il y a une difficulté supplémentaire. Il y a un monsieur qui s'appelle Ganassia, qui a commencé à écrire des livres d'intelligence artificielle à la même époque que moi, à la fin des années 80. Et depuis cette époque-là, ça nous fait quoi 90, 10, 30 ans. Depuis cette époque-là, Monsieur Ganassia écrit des livres en disant que l'intelligence artificielle n'aura jamais lieu. Et, euh, et le plus extraordinaire, c'est qu'il a raison. Et il a raison, mais pas pour la raison que lui imagine, en raison de la particularité suivante. La particularité suivante, c'est que ce mot d'intelligence artificielle, on l'attache à des choses qui n'existent pas. Ce sont des projets en cours, ce sont des représentations plus ou moins utopiques de ce que la machine pourrait faire, ce sont des choses pour lesquelles on cherche du financement en ce moment. Une fois qu'une technique d'intelligence artificielle est mise au point, on ne l'appelle plus comme ça, on dit c'est du numérique, c'est de l'informatique, ça se banalise, ça entre à l'intérieur des objets où ça se trouve. Si je vous montre un objet comme celui-là, voilà, hein, je vais vous demander, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Vous allez dire, non, c'est un smartphone. Je vous dirais, mais est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans? Et vous direz, non, probablement pas, parce que je ne crois pas qu'il y ait des réseaux neuronaux, etc., etc. Je pourrais à ce moment-là vous montrer qu'à l'intérieur de votre smartphone, il y a plein de choses qu'on a appelées de l'intelligence artificielle à une époque comme des bases de données avancées, des choses de cet ordre-là. Mais, voilà, une fois qu'on a réussi, on n'emploie plus le terme. C'est un terme toujours qui est projeté vers l'avant. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Alors, je vous lisais un article tout à l'heure où il y a des gens qui travaillent sur mettre des émotions dans la machine, qui était l'idée derrière mon projet à moi, Anela, à la fin des années 80. Des gens qui travaillent à essayer de mettre, asseyez-vous, tenez-vous bien, à essayer de mettre de la conscience dans la machine, parce que ce serait quand même bien pratique. Nous, on a une conscience, on n'en fait peut-être pas autant qu'on imagine, ça c'est l'apport de la psychanalyse, mais on en fait quand même quelque chose. Il y a moyen avec la conscience de faire quelque chose, on n'est pas toujours en retard d'une bataille. La conscience nous permet de manière délibérée de dire on va faire cela, de se donner des objectifs, et puis de mettre tout notre corps, toute notre énergie, tous nos efforts à essayer d'atteindre ce but. Alors, intelligence artificielle, bénédiction ou malédiction, ça va être comme n'importe quelle technique, on va l'utiliser en bien et on va l'utiliser en mal.
Qu'est-ce qui décide qu'un objet va être produit ou non? Vous le savez, il y a deux choses. Il y a d'abord l'armée, l'armée toujours à l'avance, parce qu'on a des ennemis qui nous veulent beaucoup de mal, et il y a aussi des ennemis auxquels nous voulons beaucoup de mal. Et on a peur qu'ils aient de l'avance, et donc on ne réfléchit pas, il n'y a pas de comité d'éthique comme on dit pour les autres choses. S'il y a des choses qui se dessinent et qui peuvent être utiles pour nous défendre contre l'ennemi, on va le faire. Ça se fait en Chine sous l'égide de l'armée rouge, ça se fait aux États-Unis sous l'égide du Pentagone, ministère de la Défense, avec un grand fonds de financement qui s'appelle la DARPA. Ça se fait en Russie également. Il n'y a que chez nous que, bon, malheureusement, on est à la traîne à peu près surtout depuis pas mal de temps. On n'arrive pas à unifier nos efforts. On fait des choses comme ça, comme l'intelligence artificielle, de manière un peu distraite. On dit qu'on va faire de grands plans, qu'on va se réunir, etc., qu'on va financer ça, et puis tout ça se perd un petit peu en route. Et pendant ce temps-là, en Orient, là, on met le paquet. La Chine, c'est un pays où se présentent pour entrer à l'université chaque année 10 millions de personnes, voilà, des hommes, des femmes, etc. La Chine est en train d'utiliser de manière massive, vous le savez, des techniques d'intelligence artificielle. Alors nous, on en parle beaucoup. On dit c'est de l'hypersurveillance. On repère des visages, on met ça dans des bases de données, on essaie de trouver les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le régime, etc. Et chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas ça du tout. On n'a pas du tout de l'hypersurveillance. Quand vous entrez dans la gare et que maintenant il y a un petit truc qui vous montre qu'il y a une caméra qui vous regarde, il est pas mis, c'est pour vous surveiller. Il est mis, c'est pour vous protéger. Alors on dit c'est pour nous protéger. Bon, alors ça c'est très très bien. Je suis sûr qu'en Chine on met aussi que c'est pour protéger les gens. Il n'y a pas que nous qui sommes, qui essayons de prendre les gens pour des gougous. La seule différence essentielle, c'est que chez nous, cette hypersurveillance, elle n'est pas faite par l'État, elle est faite par les boîtes privées. Alors, aussi dans un autre article que je lisais, si vous allez à Piccadilly Circus, à Londres, eh bien, vous êtes filmé par un truc qui essaie de reconnaître votre visage, qui essaie de voir si vous êtes content, quelle est l'expression, comment vous regardez les panneaux publicitaires qui sont là. Alors on vous dit, mais c'est pas de l'hypersurveillance, c'est du marketing, c'est de la publicité, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour mettre la prochaine fois des choses qui vous feront davantage plaisir. On nous roule de cette manière-là. On nous dit, non, il n'y a pas d'hypersurveillance, puisque c'est les business qui font ça pour leur publicité, pour leur marketing. C'est tout à fait innocent. C'est comme ailleurs, ou même chez nous, c'est pour nous protéger, c'est pour que tout aille mieux dans l'avenir. Alors, vous savez aussi, quand vous allez sur Facebook, on regarde tout ce que vous regardez, même si vous êtes plus sur Facebook, on regarde ce que vous regardez comme annonce, on essaye de voir ce que vous faites, de prévoir ce que vous allez faire. Vous voyez bien, si vous utilisez Gmail maintenant et qu'on vous envoie un message, il y a déjà une phrase ou plusieurs phrases qui est toute faite, où vous pouvez répondre. On sait ce que vous allez répondre à des textes qui vous sont envoyés. Il y a toutes les publicités à côté. D'une manière ou d'une autre, vous disent... C'est pas tout à fait au point. Moi, on essaie par exemple de me vendre des bouquins que j'écris moi-même. Ils devraient quand même s'arranger pour qu'on ne montre pas aux auteurs les livres qu'ils ont écrits eux-mêmes. Mais sinon, on vous montre des nouveautés dans des domaines qui vous intéressent d'habitude. Même chose, bien entendu, chez YouTube. On vous montre, en effet, à droite, dans la colonne de droite, on vous recommande des choses qui pourraient vous intéresser. On est en train de faire ça. Et nous, on n'est pas contents. On dit aux gens, tant qu'à utiliser des informations sur vous que la publicité va pouvoir utiliser, il faudrait vous rémunérer pour ça. C'est un service que vous rendez, c'est quelque chose qui vaut de l'argent pour eux. Effectivement, ça vaut effectivement en général quelques euros. Je ne vois pas qu'on serait très riche à utiliser ça, mais si vous êtes quelqu'un qui achète des trucs de luxe, peut-être que ça vaut bien davantage. Mais là, vous avez déjà beaucoup d'argent. C'est peut-être pas excellent qu'on vous donne encore des sommes supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Chine? Vous savez que le système d'examen, les écoles,
où on apprend des choses et on fait des examens. Ça a été inventé en Chine, je ne sais plus quand c'était, c'est quand même avant Jésus-Christ. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est très ancien. C'est eux qui ont inventé ça. Et qu'est-ce que ça fait les examens? Ça fait les concours. Et les concours, qu'est-ce que vous savez? Vous le savez bien, ça fait des gagnants et des perdants. Et nous avons l'habitude dans nos pays de dire bon, bah, il y a des gens qui ne sont pas doués, on les recale aux examens, ils ratent à l'entrée des grandes écoles, et sauf accident favorable en sens inverse, ça arrive, on peut même arriver à des positions très importantes. En général, il y a un tri qui se fait de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Chine avec les informations personnelles? On essaye de pousser tout le monde aussi loin qu'il est possible. On ne va plus recaler les gens, on va tirer le maximum des gens. Les gens sont devant leur ordinateur, comme moi maintenant. On va même pas leur dire, comme on faisait avant, expliquez-moi ce que vous ne comprenez pas, ce qui avait toujours un résultat, un extrême grand rendement, puisque la personne ne comprenait pas, donc comment voulez-vous qu'elle explique exactement ce qui n'allait pas? La machine, l'intelligence artificielle, elle va trouver ce que vous ne comprenez pas. Et elle va vous dire ce que vous devez savoir. Et elle va vous prendre dans le sens du poil, comme on donne dans les exemples. Ouais, tu dis que les statistiques, ça t'intéresse pas du tout. Mais regarde un peu le score de ton équipe de foot favorite. Et que si tu la compares avec les autres, comment est-ce qu'on peut faire ça? Tu vois, on peut mettre une moyenne mobile. Et quand on regarde une moyenne mobile, on peut regarder les choses qui évoluent, alors que normalement, tu auras un nuage de points comme ça qui sera interprétable. On va prendre les gens dans le sens du poil, on va les pousser aussi loin que possible. Dans un exemple qui était donné, pour des problèmes de géométrie au niveau du lycée, dans les textbooks, dans les manuels classiques, on vous présente des problèmes de géométrie, dans un manuel américain en particulier, selon 300 rubriques. On met ensemble 300 choses que vous pourriez comprendre ou ne pas comprendre et qu'on va essayer de vous apprendre et on va vous faire des exercices pour voir si vous avez compris ou non. Dans une école chinoise, avec les mêmes 300 trucs, eux, ils en font 30 000. 30 000 choses à partir des mêmes matériaux que vous pourriez comprendre et que vous ne pourriez pas comprendre. Et on va voir tout de suite si vous avez compris ou pas. On ne vous fera pas faire d'exercice parce que ce ne sera pas nécessaire. La machine saura exactement ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Et elle va apprendre de votre propre comportement et elle va apprendre du comportement de tous ceux qui essaient de faire la même chose et qui l'ont fait dans le passé et on va vous aider comme ça. Et qu'est-ce que la machine va faire encore? Elle va regarder les expressions de votre visage quand vous dites oui, oui, j'ai compris et que la machine verra que non, non, vous n'avez pas compris du tout, sinon vous ne l'auriez pas dit comme ça. Elle va analyser vocalement la manière dont vous dites oui, oui, j'ai bien compris votre visage, etc. On va utiliser, alors c'est terrifiant bien entendu, mais on le fait déjà sur Piccadilly Circus pour vous vendre des trucs. Bon, entre nous, là c'est quand même dans un autre but, c'est de supprimer le système des examens. C'est pour vous pousser aussi loin que possible. Et sur le mur, il y a l'image dans l'article qui a été publié dans la revue, je ne sais plus quoi, mais ça fait rien, je ne sais plus où j'ai lu. On voit dans les couloirs d'une firme chinoise à Shanghai qui fait ça, on a mis au mur, de manière assez décorative, des portraits d'un certain nombre d'étudiants avec les notes catastrophiques avec lesquelles ils ont commencé. Et ils sont sortis, bien entendu, par la suite, haut la main. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on aurait filtrés, qu'on aurait triés, qu'on aurait laissés au bord du chemin. Alors, voilà ce qu'on fait aussi avec les données personnelles. On peut vous pousser autant qu'il est nécessaire. On peut faire de vous, qui auriez été recalé au départ, très rapidement, on peut faire de vous un génie dans un domaine particulier. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra des génies dans tous les domaines, mais on est en train de vous pousser, chacun d'entre nous, chacun de ces 10 millions de candidats à l'entrée dans l'enseignement tertiaire en Chine, on est en train de tirer le maximum d'eux. Voilà, et pas de manière stressante, en prenant les gens dans le sens du poil, mais en utilisant
tout ce que l'intelligence artificielle peut faire, mobiliser des milliards de données et dans ces bases de données, le nombre d'étudiants dont on a des données augmente tous les jours. La machine va beaucoup plus vite. Tiens, un truc assez rigolo. Je regardais tout à l'heure. Je ne savais plus si la machine, si le courant électrique et la capacité de calcul dans un ordinateur, si c'est 2 millions ou 5 millions de fois plus vite que nous. Et je regarde, voilà, j'entre ça la question voilà, sur Google, et je tombe, vous savez, il y a déjà des réponses toutes préparées. Quand vous posez une question, il y a déjà des gens qui ont répondu à ça, et la Google lui-même a une réponse à certaines questions. Et la question sur laquelle je tombe, c'est combien de fois plus vite un cerveau humain va-t-il que l'ordinateur? C'est ça la question que la plupart des gens sont complètement largués et n'ont plus la moindre notion de la vitesse à laquelle vont les choses. Il faut que ce soit voilà, des tordus, des fanas de jeux comme StarCraft qui voient la machine battre à plate couture les êtres humains pour que les gens aient une véritable notion de ce que l'intelligence artificielle est en train de faire. Et l'inconvénient pour cette technique-là, c'est ce que j'ai signalé, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose a réussi, ça entre dans les applications tout autour de nous et on cesse d'appeler ça de l'intelligence artificielle et ça peut convaincre un certain nombre de personnes que l'intelligence artificielle, c'est bidon, ça n'aura pas lieu, etc. C'est une technique, c'est une technologie, c'est dynamique et de la même manière que pour toute technologie, s'il y a un ministère de la Défense que ça intéresse et si après, quand ça entre dans le domaine civil, s'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, ça aura lieu. Ce ne sont pas les comités d'éthique où il y en a un de temps en temps quelque part à un endroit très particulier. Ce n'est pas eux qui empêcheront que ça se mette en marche. Alors, vous savez aussi, j'ai présenté ça à la blague dans un article pour Quinzaine, l'idée que l'intelligence artificielle sera capable de résoudre les problèmes qui nous paraissent insurmontables, maintenant les problèmes d'extinction. Mais là, j'en suis convaincu personnellement, si on pourra juste formuler le problème de manière adéquate pour le faire absorber par la machine, on va arriver à un moment où il faudra que nous fassions confiance à la machine parce qu'elle va nous répondre des choses dont nous pouvons suspecter qu'elles seront vraies, mais qui seront trop compliquées pour nous à comprendre. Je vous donne juste un exemple. Il y a un truc qu'on appelle le devenir. Le philosophe appelle le devenir, c'est le fait que les choses changent. On est plongé là-dedans. Les choses changent à des endroits différents, elles changent aux mêmes endroits. Il y a du temps qui passe, on en a le sentiment psychologique. On a décomposé ça pour notre facilité en 3 dimensions de l'espace et une dimension du temps. Il n'est pas certain du tout que ce soit la bonne manière d'envisager les choses. Il faut peut-être envisager les choses si on veut vraiment les comprendre, et elles sont peut-être déterministes à l'intérieur de cet espace-là, dans un espace à 17 dimensions. Est-ce que ça posera un problème quelconque d'essayer de se représenter quelque chose dans un espace à 17 dimensions pour un ordinateur? À l'ordinateur, ça lui fera ni chaud ni froid de savoir s'il y a 17 dimensions ou les 4 dans lesquelles nous déplaçons nous. Quand on résout des problèmes de mathématiques, des problèmes compliqués de réflexion, les psychologues, les neuropsychologues qui regardent ça maintenant nous disent qu'il y a une représentation qui se fait dans notre cerveau. C'est pas quelque chose de clair, on ne le voit pas ça clairement, mais on voit bien que les gens qui ont l'esprit des maths, les gens qui sont des matheux, il se passe quelque chose dans le cerveau où il y a des représentations de type visuel qui ont lieu, même si elles sont d'ordre subliminal, si on s'en rend pas compte éventuellement. C'est pas le cas chez les gens qui ont plus de difficultés. Ce qu'on est en train de nous faire, c'est d'une part que la machine puisse se représenter elle des choses sans devoir se visualiser, qui est une aide pour nous, et aussi de pouvoir pousser chacun aussi loin qu'il sera possible par rapport à ce que la personne peut faire, en la sortant d'une certaine manière de son milieu autour d'elle, qui l'inhibe, qui lui répète qu'elle a raté des examens auparavant. Maintenant, non, ces gens qui ont 3 sur 10 au départ, qui ont le portrait dans cette firme qui s'appelle Squirrel, le nom anglais pour l'écureuil, à Shanghai, les gens qui ont 3 sur 10, on va les monter à 8, à 9 et on va les faire réussir jusqu'au bout.
parce qu'on tirera parti de toute cette information personnelle, de toute l'interaction, de toute la possibilité d'interpréter son regard, sa voix, de savoir tout sur cette personne pour la pousser aussi loin qu'il est possible. Elle n'a plus besoin de faire des exercices, la machine sait où elle va et le système des examens est en train d'exploser. Voilà, un petit... J'espère que ça vous fait peur, mais en même temps que ça vous parle de choses que vous n'aviez pas encore tout à fait bien saisies sur l'intelligence artificielle, bénédiction ou malédiction. Les deux, mon commandant, bien entendu, pour tout ce qui est de la technique, mais la technique, la technologie, c'est le génie humain. Ceux qui sont contre la technique, ils préfèrent quand même, en tout cas, faire entrer le clou dans le mur avec un marteau qu'avec leur poing fermé. Allez, à bientôt.